J'ai la grande joie de recevoir Michèle Perrault, historienne des femmes. On reviendra sur l'histoire des femmes en fin d'échange. Annick Cogent, journaliste qui a œuvré beaucoup aussi pour l'histoire des femmes. On reviendra sur certains de vos travaux, certains de vos échanges avec des femmes inspirantes et justement les échanges que vous avez pu tisser avec elles. Et puis Sophie Couturier, vous n'êtes pas à votre première exploration là aussi de femmes mythiques, de femmes qui sont importantes pour l'histoire des femmes et du féminisme. On reviendra sur Diana, on reviendra sur Gisèle Halimi un peu plus tard. Mais on est ensemble ici aujourd'hui pour parler justement de la marche des femmes. Michèle Perrault, vous êtes un personnage dans cette histoire, vous êtes actrice de cette narration et ça a été écrit donc en complicité avec vous deux. J'aimerais d'abord venir sur ce titre de la marche des femmes. Ça peut signifier différentes choses, à la fois la marche des femmes sur Versailles lors de la Révolution française ou encore les marches des femmes qui s'opposent à certains événements politiques. Je pense évidemment à l'élection de Trump, lors de laquelle une marche des femmes avait défilé justement sur le Capitole pour s'opposer tout simplement à l'arrivée au pouvoir de Trump. Pourquoi ce titre? Est-ce que j'avais du nez en l'interprétant comme ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, ce titre de la marche des femmes? Vous avez raison, il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire où les femmes ont marché physiquement, marché pour démontrer leur accord et puis ou leur désaccord, mais enfin leur solidarité. Donc symboliquement, il y a toujours eu des marches des femmes. Et puis en plus, ça veut dire aussi qu'elles avancent quand même. Quand on regarde ce qui s'est passé dans l'histoire et quand on remonte le temps, on s'aperçoit qu'il y a eu beaucoup de combats et que malgré tout, malgré difficultés, on parlera. C'est pas, elles n'ont pas arrivé encore à gagner, elles ne sont pas parvenues à gagner tous les droits qu'elles voudraient avoir et elles n'ont pas encore, certainement dans la société, la place qu'elles devraient avoir, notamment on parle là de nos sociétés occidentales, mais il y a d'autres pays dans le monde où leur place est épouvantable et niée, conspuée, etc. Malgré tout, les droits ont avancé et la marche des femmes aussi signifiait ça. C'est-à-dire qu'en fait, elles avancent, les femmes, dans leurs revendications, dans leurs droits. Elles avancent, ça n'est pas fini, mais au moins on voulait quelque chose de dynamique. Et vous avez raison, il y avait ces deux dimensions-là, je pense. La marche physique, parce qu'elle manifeste régulièrement, toutes ensemble, les bras sous les autres, et en même temps, effectivement, leur droit est une longue épopée. On revient de très loin. Et si on parlait, si ce livre a comme héroïne Michèle Perrault, c'est bien parce qu'elle nous a montré combien les femmes ont été niées, ont été invisibilitées longtemps dans l'histoire, qu'on revient de très loin, que tout s'est fait, tous leurs droits ont été arrachés. On ne leur a rien donné facilement. Elles ont dû arracher leurs droits. Et c'est en ça qu'elles ont, oui, elles ont avancé, ça n'est pas fini. Elles sont en route et elles continuent d'avancer, on l'espère. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter après ça? Dire qu'on a même pensé à la longue marche des femmes. On a hésité entre la longue marche et la marche, parce que Dieu sait si elle est loin d'être terminée, si elle a été longue, et si elle est loin d'être terminée, comme vous l'avez rappelé. Puis on peut rappeler des causes aussi, comme l'avortement aux États-Unis, etc. Enfin, rien n'est jamais fini pour les femmes, jamais, et elles sont souvent à l'avant-garde aussi. Parce que quand elles avancent, c'est tout le monde qui avance, c'est toute la société. Et c'est ça qui est important de rappeler, c'est qu'elles marchent rarement rien que pour elles. Et que même quand elles marchent pour elles et pour leurs droits, ça bénéficie à tout le monde. Donc ça, c'était juste... Oui, ce titre-là nous est apparu comme une évidence. Et on reviendra justement sur la nécessité d'un féminisme intersectionnel qui est défendu justement dans l'album. Et j'aimerais justement, j'ai vu en arrivant que beaucoup lisaient l'album, des jeunes femmes, des jeunes filles, des femmes plus âgées, tout le monde lisait l'album. Peut-être que pour autant tout le monde ne connaît pas l'histoire, donc je vais prendre juste le temps de le rappeler assez brièvement. Romy, une jeune adolescente racisée, entre en contact avec Michèle et elle veut justement essayer de découvrir l'histoire des femmes et ça va se faire par un rallye parisien. On reviendra sur le dispositif narratif. Mais cette petite Romy, elle a une prescience, elle a compris que c'était la révolution des femmes. Et elle le dit du haut de sa petite taille, elle le dit à Michèle, c'est la révolution des femmes. Qu'est-ce qu'elle entend par là, la révolution des femmes? Pourquoi maintenant? Elle l'affirme de manière vraiment têtue. Elle a 17 ans, c'est important. Elle est métisse, effectivement, elle est racisée, comme on dit aujourd'hui.
Et elle a pris conscience que on était à un virage en ce moment, que la thématique des femmes, parce que ce qui l'intéressait surtout au départ, notre petite Romy, c'est bien évidemment le féminisme. Parce qu'aujourd'hui, ce féminisme, il y en a tellement, et c'est ça qui est intéressant, on s'y perd un peu, on a besoin d'y voir clair. Elle a 17 ans, elle a du mal à y voir clair et elle sent aussi surtout que ça fait débat autour d'elle. Autant que dans son lycée, avec ses copains, tout le monde n'est pas d'accord, il y a des luttes, il y a des... Voilà, et elle voudrait en savoir un peu plus et elle se rend compte, voilà, elle entend parler de Michel Perrault sur les réseaux sociaux et elle se rend compte que c'est la grande historienne des femmes. Donc, elle va avoir du culot, elle va lui demander si effectivement elle veut bien l'aider pour un exposé qu'elle a à faire sur cette question. Et elle fait bien de se tourner vers Michel, car là, elle va se retrouver face à une historienne. Et c'est ça l'idée. Ce livre n'est pas un livre de militance. Ce livre est un livre sur l'histoire des femmes. Bien évidemment, si on parle de l'histoire, on va bien sûr parler aussi de l'histoire de leur libération, qui fait partie de leur histoire depuis le début. Puisqu'avec Michel, ce que va découvrir Romy, c'est que les femmes ont été invisibilisées, c'est difficile à dire, et qu'il y a eu tout un système pour ça, une petite mécanique. Et ça, elle n'avait pas compris ça, elle n'avait pas pris conscience. Et là, c'était l'idée, c'était de montrer dans ce livre, grâce à une historienne qui a du recul, qui a de la nuance, de mieux comprendre comment les choses se sont faites sans les femmes. Comment au départ ça se faisait avec elles et puis petit à petit on les a effacées. Et ça, Romy va découvrir ça avec un étonnement. Je pense que beaucoup de lecteurs et de lectrices vont suivre aussi parce qu'il y a des tas de choses qu'on va apprendre sur la grammaire, qu'on pouvait par exemple jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle eh bien, faire l'accord de proximité et que le masculin, non, 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 ne l'emportait pas sur le féminin. Donc elle va découvrir des tas de choses comme ça et on a avec nous une petite héroïne avec une personne qui pourrait être sa grand-mère, son arrière-grand-mère, et elles vont toutes les deux comme ça communiquer et parfois même se challenger, parce que Romy, elle aussi, va petit à petit emmener Michel sur d'autres voies. Et c'est ça aussi qui nous est apparu avec Annick, très joli à explorer, que nous avons proposé à Michel, et ça lui a tout de suite plu. Alors je ne sais plus si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà, Absolument. Et ce que vous décrivez entre très en phase avec une notion importante aujourd'hui, c'est celle du matrimoine. Le matrimoine qui vise justement à revisibiliser les femmes occultées, les femmes laissées de côté. On a d'autres projets qui résonnent fort avec votre bande dessinée. Je pense évidemment aux Culottés de Pénélope Bagieux qui avait connu un succès retentissant, mais aussi par exemple aux Oubliés de la science de Camille Van Belle qui va justement redonner de la visibilité à des femmes dont leurs découvertes ont parfois été spoliées. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette notion de matrimoine? Et Michel, par exemple, c'est un terme assez récent. Qu'est-ce qu'on utilisait comme autre terme quand vous avez commencé à travailler sur l'histoire des femmes? Est-ce que vous, ça vous paraît un outil utile de parler de matrimoine? Oui, il faut toujours inventer des mots nouveaux pour des réalités nouvelles. Hein. Donc, très bien. Moi, je vous dirais que tout de suite, là, à l'instant, j'ai surtout envie de rire. Hein. J'ai envie de rire parce que quelque chose comme ça, au Grand Palais, ça n'aurait pas pu avoir lieu, ne serait-ce qu'il y a 5 ans. Hein. Autrement dit, la réunion d'aujourd'hui est significative d'un changement, d'une marche, en quelque sorte. C'est elles qui ont tout fait, hein, absolument, absolument. Et vous avez évoqué mon rôle éventuel, mais vous savez, je suis une petite parcelle dans un mouvement beaucoup plus collectif. Hein. Ce qui est intéressant, justement, c'est de voir le changement collectif qui se produit aujourd'hui, le public qui est là, où il y a des femmes, mais il y a des garçons aussi. Il y a des hommes, et c'est très important. Par conséquent, c'est un signe du changement, et le matrimoine, mot nouveau, enregistre en quelque sorte les changements, même il y a 10 ans, on ne l'employait pas, ce mot-là, du tout. Hein, même il y a 5 ans encore. Donc, les mots veulent dire des choses qui se passent. C'est l'apparition dans le langage des choses qui existent. Annick, Sophie, sur le fait que le matrimoine est un mot-outil qui visibilise et qui politise aussi une réalité sociale. Est-ce que vous aimez ce mot? Est-ce que vous l'utilisez vous-même? Ah oui, oui, moi je trouve que d'abord nommer, c'est faire exister.
Donc si on parle de matrimoine, face au patrimoine qu'on utilise toujours, et on oubliait ce mot, je crois d'ailleurs, mais que c'est un mot qui existait au Moyen-Âge, ou pour parler quand même du matrimoine, il y avait le patrimoine et le matrimoine qu'on se léguait. Michel, historienne, saurait mieux que moi ça, mais on l'a remis au goût du jour, et c'est effectivement, comme le dit Michel, un signe des temps. Si ce mot réapparaît, c'est pas pour rien. C'est qu'on en a besoin, qu'on le refait exister, et qu'en le refaisant exister, on nomme quelque chose qui existe de nouveau. Et ce matrimoine, ce dont tu parlais, on va se dire tu, hein, pardon, mais de ce que les femmes ont créé, que ce soit en sciences, etc., nombreux, que de prix Nobel en sciences ont été spoliés, que de recherches ont été spoliées, que des femmes ont pu faire, ont pu mener jusqu'au bout, et que des hommes leur ont volé, des hommes de science leur ont volé, en sachant très bien ce qu'ils faisaient, et ils trouvaient ça très normal d'ailleurs, ça ne les dérangeait pas du tout. Et dans le système dans lequel ils évoluaient, tout le monde trouvait ça normal. Aujourd'hui, heureusement, on ne trouve plus ça normal. Et si on ne trouve plus ça normal, c'est grâce à cette grande marge des femmes et à ces mots qu'on réutilise. Et en les utilisant, on refait exister ce qui a été spolié. Alors oui, c'est fondamental. Et je dirais même que notre petite héroïne, eh ben, c'est une fille. On nous a posé la question dans une autre conférence, pourquoi pas un petit garçon? Ça aurait été bien. Eh ben non, parce que, non, c'est une fille. Oui, c'est une fille avec ses questionnements à elle, avec ses doutes, avec sa quête de jeune fille, dans un monde qui évolue tellement vite et qui peut faire peur. Et en tant que femme, en tant que future femme d'ailleurs, elle a cette originalité, en est une, mais elle n'est pas tout à fait prête à avoir des enfants. D'ailleurs, quand on lui parle de faire des enfants, quand elles en parlent toutes les deux, Michel et Romy, elles sont au café, elles sont au De Mago, et elles en discutent. Et Romy lui répond, non, moi je vais faire congeler mes ovocytes, je ne suis pas prête à balancer des petites êtres sur cette terre qui tourne par rond, et on verra plus tard. Congeler tes ovocytes. Et elles discutent de ça toutes les deux. Romy est une jeune fille de son temps, alors elle aussi, voilà, c'est une petite héroïne qui accompagne notre historienne. Oui. Ce mot de matrimoine, peut-être? Je suis tout à fait d'accord, oui. Et, nommer, c'est faire exister. Et je pense qu'il est très important qu'on remette au goût du jour ce mot. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Et les mots ont de l'importance. Ils ont toujours eu de l'importance pour Michel Perrault, qui fait très attention à ça dans ses différents livres. Et je pense que matrimoine, oui, c'est pas pour rien qu'on l'utilise désormais. On l'a pas beaucoup mis dans notre livre, mais on parle effectivement de l'évolution du langage. Et c'est important de voir que, il y a quelques années, par exemple ici, on n'aurait pas parlé d'écrivaine. Et quand on a un peu imposé ce mot, écrivaine ou autrice, ça choquait. Ça faisait mal aux oreilles pour certains qui disaient mais quel mot affreux. Dans écrivaine, il y a veine. Dans écrivain, il y a vin. Oui, hein. Bon, auteur, autrice, instituteur, institutrice, ça choquait pas. Cultivateur, cultivatrice. Et pourtant, pour les auteurs, autrices, ça sonnait pas. Ça existait, ce sont des mots qui existaient, et il y a eu une volonté délibérée, et ça la plupart des gens ne le savent pas, à un moment donné, des grammairiens, des hommes, ont décidé que ça n'était pas des professions qu'il fallait réserver aux femmes, et donc on éliminait le mot. On éliminait le mot autrice, on éliminait le mot écrivaine qui existait, poétesse, hein, et donc on masculinisait le langage. À un moment donné, quand on a dit mais non, il faut revenir à ces mots-là, beaucoup ont cru qu'il fallait féminiser. Non, il faut juste démasculiniser. Ces mots existaient auparavant, alors utilisons-les. Mais si à un moment donné, effectivement, on a voulu rayer ces mots de l'histoire, hein, c'était plus que symbolique. On ne voulait pas que les femmes aient accès à certains métiers alors qu'elles en avaient le droit auparavant. On a voulu les mettre de côté, on a voulu à nouveau les invisibiliser. Et la meilleure façon, c'était de faire en sorte que les mots féminins n'existaient plus parce que ça devait être réservé au sexe noble. Et c'était écrit comme ça par les grammairiens et par les académiciens, le sexe noble. Et c'est absolument effroyable de se rendre compte de ça. Quoi ?
il y a un sexe noble, il y a certains métiers donc n'étaient pas assez, qui ne devaient pas, ou qui étaient trop élevés, ou qui étaient trop nobles pour être réservés aux femmes. C'est absolument insupportable. Et c'est vrai que cette longue marche a permis notamment de nous réapproprier certains mots, certains métiers, certains titres. Et je pense qu'il est très important. Et tout ça, on ne l'a pas inventé nous. On a lu tout ça dans l'œuvre de Michel Perrault. C'est Michel qui nous a quand même... Mais si, Michel. Michel est toujours d'une modestie incroyable. Mais si on s'est nourri de toutes ces histoires-là, c'est en vous lisant, en vous écoutant sur France Culture. On ne savait pas tout ça, nous, toutes les deux. On a appris beaucoup de choses en vous lisant. Et c'est pour ça qu'une bande dessinée, oui, ça paraissait un peu curieux. Michel Perrault fait maintenant de la BD. Ben oui, elle est même une héroïne de BD. Parce que c'est aussi s'adresser à un autre public et c'est aussi mettre l'œuvre et toute la démarche de Michel Perrault qui, à un moment donné, jeune professeur, a décidé de faire un séminaire qui s'appelait « Les femmes ont-elles une histoire ?» J'imagine que quand elle a lancé ce séminaire « Les femmes ont-elles une histoire ?» elle savait... Vous aviez déjà la réponse, Michel. Oui, elles ont une histoire. Mais c'était au départ lancé avec un point d'interrogation. Et puis après, c'est devenu l'histoire des femmes. Mais fallait au départ, effectivement, de l'audace, parce que curieusement, ça n'était pas une évidence. Et je ne sais pas, il y a plusieurs générations là qui se côtoient dans l'Assemblée, mais moi en tout cas, dans mes livres, à l'école primaire par exemple, mais même plus tard d'ailleurs, il n'y avait pas une seule femme, il n'y avait pas une seule fille dans mes livres d'histoire. D'ailleurs, je me rappelle de demander à la maîtresse, il n'y a pas de filles qui ont fait des choses? Non, disait-elle, non, c'est dommage, hein. Et je trouvais ça incroyable quand même. Il n'y a pas d'aventurière, il n'y a pas d'héroïne, il n'y a pas de poétesse, il n'y avait pas d'écrivaine. J'aurais pas osé dire écrivaine parce que je ne savais même pas que le mot existait à l'époque. Et donc on me disait, il y a Jeanne d'Arc quand même. D'abord, ça finit mal. Et puis, enfin, c'est quand même assez limité, franchement. Mais au livre de musique, dans ma classe de musique, où je faisais de la flûte, évidemment, on faisait tous du pipeau, il n'y avait pas de musicienne. Ça n'existait pas. Non. Elles ne créent pas, les femmes. Et dans le cours de peinture, il y avait des très, très grands peintres. On apprenait les grands peintres, mais non, elles n'ont pas peint. Non, elles ne sont pas très créatives, les femmes. Mais vraiment, on nous disait ça, j'espère que ça fait hurler toutes les jeunes femmes que je vois dans la salle, mais réellement, on avait l'impression qu'elles ne faisaient pas partie de l'histoire, elles n'avaient pas contribué à l'histoire. En gros, elles avaient joué quasiment aucun rôle, elles avaient fait des enfants, elles avaient assuré la perpétuation de l'espèce, on va dire. Et heureusement que Michel Perrault, précisément, non mais elle trouve que c'est trop, mais c'est vrai, j'invente pas quand même. C'est Michel qui a fait les livres sur l'histoire des femmes, qui a imposé cette matière à l'université, qui a fait que des tas de générations ont appris, qu'il y avait eu des héroïnes qui avaient été invisibilisées, et puis qu'il y avait des femmes invisibles qui effectivement n'avaient pas été célèbres, n'avaient pas été chefs d'État, ministres, etc., puisque c'était impossible à ce moment-là, mais qui avaient joué un sacré rôle, et qui étaient aussi peut-être ouvrières, qui étaient ouvrières dans le textile, qui étaient aussi des petites bonnes. C'est pour ça qu'on fait allusion aussi aux petites bonnes qui habitaient dans les chambres de bonnes, qui arrivaient de province, etc., qui étaient domestiques à Paris, qui a eu des ouvrières qui ont tellement travaillé, qui ont après les femmes à Paris, puisque nous faisons un tour de Paris, ont travaillé dans les magasins, les jeunes femmes des magasins. Mais tout ça, ça a même été des métiers qu'elles ont conquis petit à petit. Rien n'a été facile pour les femmes, elles ont dû tout arracher, le droit de travailler, le droit d'étudier, le droit de passer le bac. Puis après, la première qui a passé le bac, le ministre voulait même pas signer son diplôme, tellement énervé, pensant que ça allait discréditer son ministère, qu'il signe simplement le fait qu'une fille, qui était pourtant pas jeune, puisqu'elle avait, je crois qu'elle avait 37 ans, elle passe son bac, on veut même pas le lui signer alors que c'était une telle prouesse. Puis après, évidemment, on veut pas l'inscrire à l'université. Et vous savez ce qu'on appelait étudiante avant, la définition de l'étudiante au début du siècle, du précédent siècle, c'était la compagne de l'étudiant.
Donc on ne pouvait même pas imaginer qu'elles aillent à l'université, les filles. Donc on vient de tellement loin. Et tout ça, on a découvert la plupart des choses dans les livres de Michel Perrault. Donc qu'on fasse une histoire avec une petite héroïne qui a 17 ans, comme tu dis, qui est pétulante, elle veut être street artiste, elle a des grands rêves. Et elle pense qu'il se passe des choses, il se passe des choses du côté des femmes. Eh bien, elle va sonner à la porte de Michel Perrault. Elle n'ose pas d'ailleurs, elle lui met une petite lettre, et puis elle part immédiatement. Et Michel voit cette lettre et craque, trouve que c'est sympa qu'elle lui écrive, mais pas sûr d'avoir du temps parce qu'elle est tellement sollicitée. Et puis quand même, elle l'appelle au téléphone en disant « Tu es libre ce week-end ?» Ben oui, la petite Romy n'en revient pas que la grande Michel Perrault lui téléphone alors qu'elle est en train de faire du vélo dans Paris. Et puis elle dit « Je vais t'emmener. Je vais t'emmener à la découverte des femmes dans Paris ce week-end. » Et c'est le début, effectivement, d'une grande épopée où Michel, à bord de sa petite 2 chevaux jaune, prend le volant et puis emmène la jeune fille dans les lieux importants de Paris. Et quel meilleur guide, on ne dit pas encore guidesse, mais quel meilleur guide dans Paris, effectivement, que Michel qui va emmener la jeune fille tout feu tout flamme, mais à la découverte de ses héroïnes. Et parmi les héroïnes, évidemment, quand on va dans l'allée du Luxembourg, on voit des reines qui n'ont pourtant pour beaucoup pas régné, mais qui pour certaines régentes. Alors ça a été ce qui leur a permis d'avoir un peu de pouvoir. Et puis on voit les grandes écrivaines. Et puis on voit la grande amie de Michel Perrault, l'une de ses grandes amies, George Sand, évidemment. Michel, quelques mots quand même peut-être sur l'importance de George Sand. Oui, George Sand, je l'aime bien parce que ça a été une femme très, comment dire, moderne, hein, qui a pris des risques dans des quantités de domaines, aussi bien dans sa vie privée que dans l'écriture, dans la vie politique aussi, parce que elle a été républicaine, socialiste aussi, à un moment où elle n'était pas beaucoup. Oui, il y a beaucoup de raisons pour s'intéresser à elle. Et en plus de ça, comme elle a énormément écrit, on a des sources au moins. Or, pour l'historien, c'est capital d'avoir des sources. Hein. Voilà. Je voudrais surtout les remercier, hein, parce qu'ils ont beaucoup travaillé. Ce que je voudrais dire, c'est que c'est très bien de parler de moi, mais je voudrais beaucoup insister aussi sur le côté historique et collectif de tout ça. Hein. C'est vrai qu'il y a un moment où on a parlé de ça, et c'était comme si tout d'un coup une question prenait consistance, hein, mais ça répondait à un besoin. Et beaucoup de gens se sont engagés dans ce domaine-là. Je suis persuadé qu'il y en a beaucoup ici. Hein. Des gens qui ont fait des recherches, qui ont écrit, qui ont été intéressés par ça. Et c'est ça qui est intéressant. C'est ce changement collectif. Et avoir été là, avoir peut-être entendu ça, c'est tout, quoi. Voilà. Et parlons justement des femmes qui sont présentes dans la bande dessinée. Vous parlez du fait de valoriser les discrètes, les anonymes, et c'est toute l'ambiguïté de l'histoire des femmes, c'est qu'on va à la fois revaloriser des femmes illustres, des femmes oubliées, mais aussi les petites femmes qui ont participé à l'histoire tout en étant des femmes n'ayant pas eu une responsabilité importante aux yeux, en tout cas, des hommes. Et je voulais revenir donc sur les femmes que vous avez choisi de mettre en évidence dans la bande dessinée. On retrouve notamment la comtesse de Ségur, on retrouve Louise Michel, on retrouve Sainte-Geneviève. Qu'est-ce qui a présidé à ces choix spécifiques de femmes? Et est-ce qu'il y en a certaines où à votre cœur défendant, vous avez dû les laisser de côté parce qu'il n'y avait pas assez de pages dans cette bande dessinée? Je voudrais juste, avant qu'elle ne réponde, dire que, évidemment, on commence nécessairement par les femmes connues. Pourquoi? D'abord parce qu'on les repère, elles apparaissent. Deuxièmement, parce qu'elles ont laissé des traces. Or, le problème des traces, des sources en histoire est essentiel. Mais, dès le départ, avec les femmes avec lesquelles j'ai travaillé, je pense à toute l'équipe de l'histoire des femmes, par exemple,
Pauline Schmitt, Geneviève Fraisse, Arlette Farge, Christiane Clapiche, Françoise Thébault. J'ai plaisir à les nommer parce que nous avons fait équipe ensemble. On avait toujours l'idée que derrière, si le mot n'est pas bien, mais ce que nous voulions faire, c'était l'histoire de toutes les femmes. Voilà. Hein. Parce qu'on savait bien que c'était ça qui était important, hein, que c'était vraiment essentiel. Et alors ce que je voudrais dire, c'est qu'à partir du moment où on pose cette question, on change le regard sur l'histoire, et d'autre part, on change les méthodes aussi. On se pose la question de comment faire pour trouver des femmes inconnues, voilà, hein, et les faire émerger. Mais ce souci-là, il a été pour nous essentiel dès le départ, hein, voilà. Mais oui, c'est intéressant et on le voit dans la bande dessinée justement, parce que la petite Romy à un moment donné dit bah, maintenant qu'il y a des filles qui font de l'histoire, ça va changer forcément. Et c'est pas aussi simple que ça, parce qu'effectivement les femmes dans l'histoire, celles qui ont joué un rôle majeur et qui étaient en ligne de vue, là c'est relativement facile de retrouver ce qu'elles ont fait. Mais les autres, les petites justement, qui étaient apparemment plus insignifiantes ou qui étaient toujours cachées, elles aussi, elles ont fait évoluer la société. Et donc, c'est exactement ce que vous dites, Michel, il fallait trouver d'autres moyens. Et on vous voit d'ailleurs dans les bibliothèques avec la lampe d'explorateur, là, chercher, parce qu'il faut aller trouver d'autres écrits, peut-être des récits familiaux, d'autres registres, les écrits des femmes, quelquefois à l'intérieur même du foyer. Il a fallu explorer d'autres dossiers, aller dans les bibliothèques comme vous l'avez fait, mais sans doute dans d'autres endroits encore, pour trouver les traces de ces femmes qui, effectivement, n'avaient jamais fait beaucoup de bruit et pourtant à qui on devait tant. Et donc, on essaie d'explorer et d'expliquer ce qu'est le rôle d'une historienne. Le rôle d'une historienne n'est probablement pas tellement différent du rôle d'un historien. Hein. L'histoire est une démarche, c'est une recherche, une quête. J'allais dire, c'est une quête de vérité. Hein. Alors le mot vérité, c'est compliqué, mais enfin c'est ce qu'on cherche quand même. Hein. Et au fond, en cherchant l'histoire des femmes, on cherche à rendre la vérité. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une histoire qui aurait oublié la moitié de l'humanité? Ça n'a pas de sens. Hein. Et finalement, faire entrer les femmes dans l'histoire, c'est rendre l'histoire plus vraie. Hein. Et par conséquent, c'est contribuer au récit historique général. Voilà. Hein. Nous ne cherchons pas à faire des petites chapelles à part. Hein. Nous cherchons à être dans le monde, dans l'univers complet, dans le temps. Hein. Et en faisant l'histoire des femmes, nous entendons que ça entre dans la compréhension générale de l'histoire. C'est ça qui est important, je crois. Ce n'est pas des petits trucs à part. C'est un regard d'ensemble sur l'ensemble de l'histoire. Sophie, sur le choix des femmes, justement, et cet équilibre entre femmes illustres et femmes anonymes et invisibilisées, comment s'est porté vos choix et quels choix douloureux ont dû être faits au fil de la bande dessinée? Douloureux. Tu as dit le mot. Ça a été compliqué parce que effectivement il y en avait quelques-unes qui étaient évidentes, comme une Louise Michel, comme une Olympe de Gouges, comme une George Sand, et puis il y avait toutes les autres, et il y avait toutes ces autres qui pouvaient illustrer des thématiques plus complexes a priori, et pas seulement a priori, mais comme la prostitution par exemple, parce que c'est une thématique importante évidemment concernant les femmes dans l'histoire. Quelle femme? Parce que l'idée dans notre livre, pour y revenir, c'est qu'effectivement, tous ces personnages historiques, toutes ces femmes que nous sommes allés chercher, il y a aussi quelques hommes, quand même, parce qu'on a eu des alliés. Je sais que ce mot est souvent décrié, mais mine de rien, les alliés, on en a besoin. Eh bien, l'idée, ça a été de faire en sorte de les faire venir et de les faire exister. Elles prennent vraiment vie, en fait, dans le livre.
quand on commence, je fais juste une petite parenthèse, quand on commence effectivement dans le jardin du Luxembourg avec l'allée des reines et des femmes illustres, on commence par Sainte-Geneviève. Et bien Sainte-Geneviève va prendre vie tout d'un coup, c'est la première, et elle va expliquer Attila dans Paris, etc., etc. Et puis on va parler de la loi salique, et la fameuse loi salique qui a fait que les femmes en France n'ont pas pu régner en tant que reines, simplement la régence leur ont permis de pouvoir régner en l'absence du roi. Eh bien, on fait intervenir les reines, elles prennent vie. George Sand prennent vie, elles prennent toute vie. Donc effectivement, il y avait ces femmes-là, forcément illustres, plus évidentes. Et puis d'autres beaucoup moins, effectivement. Pour parler de la prostitution, par exemple, eh bien, on a fait venir, on est d'abord allé dans un lieu intéressant, Soufflé par Michel, qui est l'actuelle médiathèque Françoise Sagan et qui était l'ancienne prison des femmes à Paris, les femmes qu'on enfermait. C'est ça? C'est Saint-Lazare, la Oui, prison de Saint-Lazare. Saint-Lazare, oui, absolument. Et donc l'actuelle médiathèque Françoise Sagan, qui est dans le 10e arrondissement. Et donc elles vont se rendre sur ce lieu. Et qui va apparaître? Eh bien, on va avoir une cocotte, une courtisane qui s'appelle Cora Pearl, qu'on ne connaît pas, mais qui va expliquer ce que c'était que d'être comment on s'en sortait en étant de cette catégorie-là de femmes. On va avoir aussi Cléone Mérode, plus respectée, puisque danseuse à l'Opéra de Paris. Et puis on va voir la petite danseuse de Degas. Et qu'est-ce que va nous révéler cette petite danseuse de Degas qu'on connaît tous et toutes? On la voit, on voit les tableaux de Degas, les petites danseuses, et puis cette petite statue, la petite Marie, qui a son petit minois comme ça vers le ciel, les mains croisées dans le dos. Et à l'époque, on a accusé Degas de représenter une petite fille provocante. Avec son petit minois. Elle n'était pas provocante, elle était très triste. Et elle disait une réalité. La réalité de ces petites danseuses, à l'Opéra Garnier, eh bien que des messieurs venaient regarder, quand elles répétaient dans leur foyer, ces grands messieurs avec les chapeaux noirs qu'on voit dans les tableaux de Degas, et qui venaient les choisir. Parce qu'il y avait tout un commerce, on ne le sait pas, mais il y avait tout un commerce de jeunes filles au sein de l'Opéra Garnier à l'époque. Et ces messieurs en noir, très respectables, venaient faire leur choix, et les maires d'opéra, eh bien, vendaient ces jeunes filles avec l'approbation de toute l'organisation de l'opéra, chacun recevant évidemment une somme intéressante. Et donc, voilà, il y a eu des choix comme ça. Il y en a eu d'autres. Il y a eu celui de Lucie Beau pour les ouvrières. Lucie Beau, dont Michel parlerait bien mieux que moi. Pourquoi Lucie Beau? Michel, je vous renvoie la balle. Lucie Beau, c'est presque une rencontre. Dans mes recherches, j'avais trouvé une autobiographie d'une ouvrière, ce qui est rare. Hein. Les ouvrières, surtout au XIXe siècle, ne parlaient pas beaucoup. Et Caroline Fourest, dont tout le monde connaît le nom, je pense, m'avait demandé d'écrire chez Grasset. Alors, c'est intéressant d'en parler aujourd'hui. Hein. Bon, évidemment. Grand éditeur, bien sûr. M'avait demandé d'écrire pour elle. Hein. Mais elle voulait une héroïne. Alors je leur dis, George Sand, si vous voulez. Oh, elle me dit, oh non, George Sand, elle est bien trop connue. On voudrait vraiment quelqu'un d'inconnu. Alors j'ai repensé à cette autobiographie que j'avais rencontrée. Et je leur ai proposé, et naturellement, j'avais rien sur elle, hein, presque rien. Mais j'ai fait le travail d'une historienne, c'est-à-dire que j'ai cherché. Hein, et on ne trouve pas toujours tout ce qu'on cherche, bien entendu, ça va de soi. Mais malgré tout, on arrive à trouver des choses. Donc j'avais quand même trouvé suffisamment de choses pour raconter la vie de cette femme, qui est une ouvrière, qui a vécu entre 1870 et 1914 dans l'Isère, à Visil, qui était tisseuse de soie et qui avait une vie intéressante, effectivement, aussi bien par sa vie privée, difficile, que par son action tout à fait pionnière. Voilà Lucie Beau. Alors, c'était, oui, une occasion, c'est pas facile. Véritablement, je dirais qu'il y a des catégories de femmes qui sont particulièrement invisibilisées. Hein. Les ouvrières, évidemment. Hein. Mais je dirais,
les paysannes. Les paysannes, c'est difficile d'entendre vraiment la voix d'une paysanne. Parce que les paysannes, pendant très longtemps, il y avait dans les campagnes un retard à l'alphabétisation. Et les femmes particulièrement. Hein. Et en plus, pendant longtemps, je ne dis pas du tout, c'est plus du tout comme ça. Maintenant, c'était quand même patriarcal. Hein. Le rôle du chef de famille dans une terre agricole, dans une terre paysanne, était généralement très fort. Alors les paysannes, les paysannes, elles font leurs travaux quotidiens, elles servent à table, elles font tout ça, mais elles ne parlent pas, on ne les entend pas. Donc c'est très très difficile. Autrement dit, il y a des degrés de silence. Hein. Il y a vraiment des degrés de silence. Il y a des femmes qu'on entend et il faut prendre cette parole, absolument. Mais il faut toujours se dire, mais les autres, hein, mais les autres, comment est-ce qu'on pourrait les connaître, les entendre et les faire parler? Ça me paraît important. On a parlé de la structure de l'album qui repose sur un rallye parisien à bord d'une 2 chevaux. Et j'aimerais aussi qu'on parle de la nature dialectique. Parce que ce qui est aussi très réjouissant dans cet album, c'est que Romy et Michel se disputent. En tout cas, elles discutaillent ensemble. Et parfois, Romy fait un peu la morale à Michel. Elle lui dit, non, Aya Nakamura, c'est bien. Et c'est d'autant mieux que c'est un symbole aussi de modernité, parce que c'est une femme racisée qui va aussi dépoussiérer ce qu'on pensait connaître de la langue française. Et de la même manière, à un moment, elle dit « Moi, je n'aime pas que Michel utilise le mot esclavage pour qualifier la position des femmes ». Comment ça vous est venu, cette idée de 2 femmes de générations différentes qui ont un rapport très empathique et très bienveillant, mais aussi qui peut être plein de frictions? Romy, elle est quand même forte tête et elle tient tête à Michel parfois. Et Michel accepte bien volontiers ses représailles et ses réprimandes à chaque fois. Comment ça vous est venu, l'idée que Romy soit forte tête comme ça et remettre Michel à sa place parfois? Très, très spontanément. D'abord, on sait très bien que parler avec Michel Perrault, c'est toujours un plaisir. Vous voyez bien, c'est facile, c'est simple, c'est toujours très sincère. Et donc, la mettre en présence d'une jeune fille de 17 ans, il y avait forcément des échanges d'une grande sincérité, d'une grande tendresse d'ailleurs. Parce que très vite, la petite Romy, 17 ans, elle est éblouie, puis en même temps, elle est spontanée. Donc, très vite, elle va avoir de la tendresse pour Michel qui la regarde gentiment et qui du coup, l'invite même chez elle, puisque la première journée est très, très dense. Elle va même l'emmener à l'opéra. Tiens, allez, demande à ta maman si tu es libre ce soir, si tu peux rester à la maison ce soir. Et pendant ce temps-là, Michel, au téléphone, prend des places à l'opéra pour aller voir Carmen. Parce que Carmen, si on y réfléchit, c'est quand même un féminicide. Et elles vont en parler. Et en regardant cet opéra, on les voit toutes les deux, là. Elles sont devant la scène terrible où Carmen va être tuée. Et la petite qui n'est jamais allée à l'opéra pleure. C'est épouvantable. Il y a la musique, il y a le drame, il y a l'histoire. Enfin, on voit qu'elle a des larmes. Et Michel est bravo, debout, enfin, en train d'applaudir. Et la petite est complètement prostrée sur son fauteuil et reste encore à pleurer. Puis après, part très vite de l'opéra. Et Michel lui dit « Ça va ?» Et la petite dit « Bah oui, ça me fait de l'effet. Qu'est-ce que tu crois? C'est bien pour ça que tu m'as emmenée ici. » Et donc, elle commence d'ailleurs à se tutoyer. C'est un petit peu plus tard, mais c'est vrai qu'il y a cette envie de la petite qui se sent tellement proche que Michel que finalement, elle lui dit « Est-ce que je peux vous tutoyer ?» Et Michel va bien sûr lui dire tu dois pas, tu peux pas, tu dois. Voilà. Bref, la connivence naît très très vite. Mais la petite, donc sortant de l'opéra, est furieuse. Elle est en boule, elle fait la tronche, en effet, en disant on ne devrait plus raconter ce type d'histoire, c'est dégueulasse, enfin, et on fait croire que c'est le grand amour. Ah, le grand amour, mais quelle escroquerie le grand amour si ça se termine par être poignardé, enfin bref, si ça se termine par un meurtre. Et elles finissent par parler de ce qu'on appelle la cancel culture, c'est-à-dire que la petite dit moi je ferai une fin différente. Voilà, c'est pas possible de raconter encore en 2026 des histoires pareilles. Moi ce serait pas pareil. Ça, la fin serait totalement différente. Alors Michel toujours très sage, lui dit tu abordes là la question de la cancel culture. Et on supprime ce qui nous plaît pas. Et c'est très dommageable pour l'histoire. Parce que, n'est-ce pas, Michel, la cancel culture est assez indéfendable. Certes, on peut être
très en colère contre des œuvres passées qui ne nous reflètent plus, qui sont complètement dépassées, ou alors devant des auteurs dont on révèle la vie privée qui est juste épouvantable, ou qui révèle une misogynie atroce, enfin, chez les grands peintres ou bien chez les grands auteurs. Et la petite a tout de suite effectivement le réflexe de dire on les cache, on n'en parle plus, et où on réécrit les fins. Et Michel, donc c'est pour ça, quand vous parlez de dialectique, effectivement, ce qu'on a toujours voulu faire, c'est que Michel reste historienne. Elle est très en empathie, elle est toute pleine de vie, comme vous le voyez, mais en même temps, elle reste historienne. Gardons la nuance. Non, on ne peut pas supprimer les œuvres, même si elles nous énervent actuellement. On ne peut pas réécrire les fins. Tu peux t'amuser à réécrire la fin de Carmen si tu veux, mais Carmen existe. Et donc, elle nous raconte aussi une histoire, elle nous raconte aussi des modes de vie, des façons de penser à une époque qui certes peuvent évoluer, mais ce sont des témoignages précieux à garder. Je pense que c'est ça que vous diriez maintenant, Michel, sur ce qu'on appelle la cancel culture et qui peut être dangereuse pour l'historienne en tout cas. Oui, j'ai envie que vous définissiez un petit peu ce qu'on appelle la cancel culture, Oui. parce que je pense que peut-être l'auditoire a besoin que vous le disiez. Bah écoutez, la cancel culture, c'est de vouloir supprimer ou changer des récits ou des histoires d'écrivains ou des histoires y compris d'hommes, de personnages politiques d'ailleurs, parce qu'ils ne correspondent plus à notre vision de l'époque, aux normes de notre époque. Et c'est déboulonner certaines statues de personnages qui ont joué un rôle, parce qu'on trouve que c'est épouvantable le rôle qu'ils ont pu jouer. Des esclavagistes, par exemple, qui n'ont plus le droit effectivement d'apparaître. On trouve odieux que certaines personnes qui ont joué un rôle, par exemple, dans l'esclavage, aient encore une statue. C'est insupportable et c'est un affront. Certains le considèrent en tout cas comme un affront par rapport à leurs droits, leur personne, leur propre histoire, etc. Donc c'est cette tendance à vouloir supprimer ou réécrire même des œuvres parce que ça ne rentre plus dans les normes et dans notre façon de penser de l'époque. En même temps, on ne peut pas réécrire l'histoire. On peut toujours réécrire l'histoire dans la mesure où il y a des interprétations nouvelles, des regards nouveaux, etc. Mais ce qu'il ne faut pas faire, c'est évidemment de supprimer. Ça, alors, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tout ce qui a existé, ben, ça a existé. Et par conséquent, le prendre en compte, en faire l'histoire, le comprendre, c'est absolument élémentaire. L'histoire ne doit pas être un discours idéologique où on choisit, on élimine, etc. Encore une fois, l'histoire, ben, c'est ce qui s'est passé dans le temps. Hein. Et par conséquent, retrouver ce qui s'est passé, c'est un travail, une recherche, c'est un métier aussi, large naturellement, en tout cas une méthode, et c'est d'une quête de vérité, avec toutes les composantes. Voilà. Donc, on peut avoir un regard différent. Hein, et ça, c'est très important, parce que on voit émerger aussi des sujets d'histoire. Hein. En vérité, aujourd'hui, au moment où nous parlons, hein, il y a probablement des sujets dont nous ne parlons pas. Hein. Et dans quelques années, eh bien, il y a des gens qui diront « mais il ne parlait pas de ça ». Voilà. Hein. Et parce que le regard change, le regard, il est lié à ce que nous vivons aujourd'hui, et il y a des questions qui naissent, et à ce moment-là, quand naissent des questions, il faut s'en emparer, mais il ne faut pas gommer ce qu'il y avait avant, ça va de soi. C'est ça, et sur la question de l'invisibilisation, il y a une chercheuse passionnante, je ne sais pas si tous les trois vous la connaissez, Anne Besson a beaucoup travaillé dans son ouvrage Les pouvoirs de l'enchantement sur la capacité de la fiction notamment à revivifier des histoires qui parfois ont pu heurter des minorités, notamment les femmes, et elle montre comment des récits comme La Servante écarlate ou encore Hunger Games peuvent être saisis par la jeune génération, non pas pour contester ces récits, mais pour, en anglais on dit bending the narrative,
les plier pour leur donner d'autres fins, d'autres possibilités, pour que ce soit plus conforme à notre société contemporaine. Mais j'avais envie de vous interroger sur l'intersectionnalité, parce que Romy, elle aussi, c'est une jeune fille bisexuelle, forte tête, racisée, qui incarne la convergence des luttes. Et justement, Michel, je voulais vous demander, quand est-ce qu'en tant qu'historienne, vous avez le sentiment que la convergence des luttes, ça vous est vraiment apparu comme une lame de fond qui venait recomposer en fait votre manière d'approcher l'histoire, et pourquoi c'était si important de concevoir Romy comme vraiment non pas une allégorie, mais un symbole qui permettait justement de parler d'un féminisme contemporain, moderne, et qui n'est pas refermé sur lui-même, mais qui est tout le temps en résonance avec les autres luttes contemporaines. Alors, sur Romy, je vais laisser parler leur créatrice, hein, absolument. Mais sur l'intersectionnalité, je trouve que c'est une notion intéressante. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire croiser ensemble des variables différentes. Et ça, c'est essentiel. Hein. Être femme, mettons, hein, mais être une ouvrière, une paysanne, une bourgeoise, être née en France, être née en Afrique, etc., évidemment, c'est pas la même chose. Évidemment. Hein. Et par conséquent, pratiquer l'intersectionnalité, c'est enrichir le diagramme des questions que l'on pose au réel. Voilà. Donc c'est très très important et ça me paraît fondamental, absolument fondamental. Et vous le datez de quand? Est-ce que vous avez eu souvenir d'un choc peut-être de chercheuses où ça y est, les choses bougeaient enfin et on pouvait être beaucoup plus dans l'interrelation notamment des rapports de pouvoir et de domination dans vos travaux, où vous pouviez élargir votre sujet aux femmes et à tous les rapports de domination qu'elles subissaient? Et pas seulement de sexe, justement. Oui, pour répondre simplement et rapidement, jusque dans les années 70, je ne m'intéressais pas tant que ça aux femmes. Hein. Oui, très bien, les femmes, très bien, mais je m'intéressais plutôt au social. Voilà, hein, c'était ça qui m'intéressait surtout. Mais dans les années 70 et après, il y a le mouvement de libération des femmes, et auquel j'ai participé, bien sûr. Mais je me suis dit, c'est très bien de militer, mais intellectuellement, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, hein? Qu'est-ce que je raconte en histoire? Je ne sers pas de cause. Vous avez un moment cette citation dans la bande dessinée. Est-ce que vous pouvez me l'éclairer? Oui. Une historienne, mais pas une militante, en tout cas dans la bande dessinée. Qu'est-ce que vous entendez par là? Une historienne n'est pas une militante dans la mesure où l'histoire qu'elle fait, encore une fois, je vais me répéter, on ne cherche pas à faire la géographie, la louange des femmes, etc., etc. On cherche à comprendre. C'est ça qui est en effet important. Maintenant, poser la question, hein, c'était malgré tout répondre au mouvement de libération des femmes aussi. Hein, mais y répondre en historienne, hein, c'est-à-dire pas en racontant n'importe quoi, en faisant de la recherche, mais en mettant le sujet au cœur de la recherche. Voilà. Hein, alors que c'était invisibilisé, effectivement. C'est ça qui me paraissait important. Comme il nous reste 1 minute 30, je vais rebondir simplement en reparlant de Romy. Est-ce que Romy est l'avenir du féminisme? Ce sera le mot de la fin. Alors, pour répondre rapidement, oui, parce qu'elle représente aussi toutes les femmes et toutes les questions des jeunes femmes. Donc, automatiquement, c'est l'avenir. C'est la jeunesse. Et ce livre-là, c'est aussi ça. Tout le monde peut le lire, à partir de 13 ans jusqu'à 100 ans. Mais c'est un livre de transmission. Michel transmet à Romy. Toutes les femmes que nous rencontrons dans ce livre et les quelques hommes nous transmettent une histoire. Et qui fait la synthèse aussi, j'avais plein de questions à ce sujet-là, mais de vos travaux à toutes les 3 précédents aussi, puisqu'Annick, vous avez eu des échanges nombreux avec Lady Di aussi, on le sait, puisque ça a fait l'objet aussi d'une bande dessinée avec Sophie. Vous avez interviewé à de nombreuses reprises des femmes qui vous confiaient une partie de leur vie intime et de leur vie aussi publique. Et de la même manière, Sophie, vous avez aussi travaillé sur Gisèle Halimi. Donc, est-ce que c'est aussi une BD de la synthèse aussi pour vous? C'était une étape logique dans votre parcours de femme féministe et
et qui investigue en fait l'histoire des femmes et la vôtre à travers cette histoire collective. En tout cas, je ne sais pas si je dirais synthèse, mais en tout cas, je dirais essentielle, nécessaire, parce qu'elle explique ce mécanisme qui a invisibilisé les femmes et qui ne doit surtout pas recommencer, se reproduire. Il faut être super vigilante et super vigilant. On a besoin d'être ensemble là-dedans maintenant. Et on ne peut plus reculer. Il est hors de question qu'on recule. Quand on a compris ce qui s'est passé, je pense que beaucoup de personnes vont être éclairées. Ça a été très compliqué en 126 pages. Je pense qu'on n'est pas tellement plus que ça à expliquer. Effectivement, il y a eu des choses qu'il a fallu éliminer. Il y a plein de femmes qui ne sont pas dans notre ouvrage, qui devaient y être, des sujets, mais on aurait fait des tomes en fait. On pourrait faire maintenant une balade de Romy et Michel en Angleterre, à Rome, ou même dans certaines villes de France, Nantes, pour ce qui est de la contestation ouvrière. Enfin, on pourrait imaginer des tas de choses qui seraient formidables. Mais c'est un livre qui explique. Et pour moi, c'est un livre qui est majeur, parce qu'on manque d'explications pour comprendre. Et à partir du moment où on comprend, on sait mieux où on va aussi. On sait mieux d'où on vient, on sait mieux où on va, et on y va ensemble. Et pour moi, c'était un livre nécessaire pour toutes les générations, mais surtout les jeunes, ça c'est certain. Est-ce qu'on a la chance de vous retrouver en dédicace? Annick, je crois que vous dédicaciez un petit peu plus tôt. Est-ce que notre public a l'occasion de vous retrouver après la rencontre? Tout de suite, là. Ben oui, hein, on va aller après, au stand stand d'Albin Michel pour... Voilà, pour dédicacer ce livre qui est, comme le dit très joliment déjà Michel, qui est un livre pour les femmes libres. Parce que la fin du livre, c'est précisément sur une phrase de Michel qui dit à quel point le désir est important, le désir est la vie. Et qu'elle voudrait que la petite Romy ait accès au bonheur. Les femmes doivent avoir accès au bonheur et doivent prendre la liberté pour ça, doivent se donner toutes les libertés. Et donc c'est sur ce joli mot, le désir c'est la vie, que prononce Michel. Eh bien, c'est un petit peu l'emblème de ce livre. C'est un livre pour le bonheur et c'est un livre pour la liberté des femmes. Voilà. Oui, on va le dédicacer tout de suite. Alors rendez-vous est pris. Merci beaucoup.